devait être quelques personnes ce soir. Donc voilà. Donc je suis le professeur Cyril Tarquinio, je suis professeur de psychologie de la santé et je vais essayer de vous parler d'une problématique qui me tient à cœur, qui est la problématique de la prise en charge des malades du cancer. En tout cas, je vais essayer de poser une question qui me semble être une question d'actualité, une question de fond, à savoir est-ce que la question de la psychothérapie... Il y a encore 2 places quand même. Et comme ça je vais donc essayer d'aborder une question de fond, en tout cas qui est importante pour ma discipline, mais qui est aussi importante pour les patients, pour les familles, pour tous ceux qui sont confrontés à cette maladie si particulière qu'est le cancer, et de se demander en fait quelle est la place d'une discipline comme la psychologie et en quoi la psychothérapie peut être utile et quels peuvent être ses objectifs dans une problématique qui, on va le voir, amène de nombreuses difficultés. J'ai fait le choix d'aborder cette question de façon un peu spécifique. En tout cas, j'ai déjà fait le choix de ne pas faire le catalogue des psychothérapies, puisque ça n'aurait eu aucun sens. Il me semblait important de voir quelle était en fait l'utilité dans le champ de la prise en charge clinique, affective, émotionnelle des patients confrontés à la maladie, et de se demander si prendre en charge des patients atteints par le cancer, c'était une vraie spécificité, ou si on pouvait considérer que c'était là une problématique comme les autres, une problématique qui est celle des psychothérapeutes au quotidien, ou s'il y avait, ce dont je suis convaincu, une vraie spécificité en ce qui concerne effectivement cette pathologie. Je vais aborder différents points. D'abord, les conséquences psychologiques du cancer. On va parler de choses assez simples, en fait, ce qu'on appelle les troubles réactionnels. C'est très simple à entrevoir ce qu'est un trouble réactionnel. Le trouble réactionnel, ce sont les troubles qui arrivent en réaction à la confrontation à la maladie. C'est-à-dire que vous êtes confronté à la survenue de la maladie à un moment donné, c'est le diagnostic, c'est l'annonce, c'est même avant. Qu'est-ce qui se passe, hein ? Et on verra qu'il y a des aspects très spécifiques qui arrivent, mais au fond, qui ne sont pas si spécifiques que ça, parce qu'on va retrouver toujours la même symptomatologie, qui sont la dépression, l'anxiété, le psychotraumatisme, on va les aborder. Et puis, on va essayer d'aborder ce qui se joue de particulier dans ce qu'on appelle la maladie grave, qui est le cancer. Et je définirai ce qu'est la maladie grave. J'insisterai aussi sur le fait que la maladie qui survient, elle survient dans une histoire de vie. C'est-à-dire que, malade ou pas malade, on est tous dépositaires d'une histoire, d'événements de vie plus ou moins difficiles, et que les mécanismes psychologiques que la maladie convoque lorsqu'elle survient vont parfois faire résonner d'autres dimensions du sujet, et parfois on est très étonné lorsqu'on est en thérapie avec les patients. Depuis 20 ans, j'ai eu énormément de patients et de patientes qui sont venus, qui étaient confrontés à ces problématiques-là, et parfois on était amené à ne pas traiter tant la question de la maladie, mais bien ce que la maladie révélait de soi et de son histoire. Et de ce point de vue, on abordera, et j'essaierai d'expliciter un petit peu les choses. Et puis j'essaierai de définir ce qu'est une psychothérapie au fond. C'est presque l'objet de cette soirée. C'est pas si simple que ça, la question de la psychothérapie. On verra que les définitions, je vais vous en proposer qu'une, mais on va en discuter. Est-ce que la spiritualité a une dimension psychothérapeutique, par exemple ?
Est-ce que effectivement la psychothérapie est simplement un phénomène propre à notre société qui a débuté avec l'histoire de la psychanalyse au début du XXe siècle? Bien sûr que non. Toutes les sociétés, même les sociétés tribales, disposent de dispositifs, de gens. On les appelle des magiciens, on les appelle des chamans, on les appelle chez nous des psychologues, mais au fond, les processus qui sont activés sont toujours les mêmes. Très proches les uns des autres. Les psychologues sont les chamans des sociétés modernes, d'une certaine manière. Et il y a des parallèles à faire, sur lesquels je ne m'engagerai pas totalement, mais qui méritent d'être évoqués. Et puis, je poserai la question plus spécifique de psychothérapie et cancer. Quels sont les objectifs d'une psychothérapie avec les malades du cancer? Et je crois qu'il y a sincèrement un certain nombre de points spécifiques à identifier, à clarifier, qui doivent être, pour une part, c'est pas une feuille de route, ce que je donne, mais qui semblent être des incontournables à la prise en charge psychothérapeutique de ce type de patient. Et puis, je présenterai, mais vraiment à partir de quelques diapositives, quelques résultats de la recherche sur des thérapies connues, comme l'hypnose, des thérapies qui commencent à faire leur place, comme le MDR, ou des approches effectivement plus étonnantes, mais qui sont pleines de promesses, comme tout ce qui concerne la spiritualité et la méditation, que j'aborderai très, très rapidement, parce qu'il est impossible de tout saisir, et je vous expliquerai pourquoi. Et puis je conclurai, enfin, pour donner là aussi quelques éléments d'orientation qui concernent à la fois les thérapeutes, parce que mon propos, il concerne à la fois les patients, les familles, les soignants. C'est vraiment une réflexion globale à laquelle je vous invite et qui pourra, effectivement, j'espère, permettre à des gens de franchir le pas du psychologue ou du psychothérapeute, quel qu'il soit, puisqu'il n'y a pas une approche, et on peut le démarrer avec ça, qui, au fond, est meilleure que l'autre. Ce qui compte, je crois, c'est véritablement d'initier la question de la prise en charge. Alors, quelles sont les conséquences, ce qu'on appelle les troubles réactionnels? Vous savez, troubles réactionnels, rappelez-vous, je suis confronté à un événement et ça réagit. Je me cogne la tête, le symptôme réactionnel, c'est l'hématome. C'est consécutif à la confrontation à des événements. Ça, on connaît bien. On sait, il y a plein de littérature là-dessus. Je vais vous présenter quelques petits résultats sans être trop assommant quant à la présentation de ces résultats, mais il y a toute une littérature internationale qui explicite de façon assez simple que, eh bien, il y a des réactions qui se manifestent. On voit là dans le tableau, c'est un peu flou, non? Oui. Ah oui, c'est ce qui me semblait. Oui, c'est d'accord, oui. Attendez, je vais faire le technicien. Voilà. Parce que je commençais à accepter à plus rien entendre. Si en plus je vois de moins en moins bien, ça va être... Donc, on a donc une littérature qui montre, vous voyez, on a ici des résultats là, qui montrent ce qu'on appelle la prévalence. La prévalence, c'est la proportion dans une population de la dépression. Eh bien, si on regarde ces études et si on les résume d'une certaine manière, on montre que globalement, 25% des patients qui sont atteints par le cancer vont être atteints au cours de leur maladie d'un syndrome dépressif et 5 à 6% d'un épisode mélancolique. Alors, si on compare à peu près à la population normale, selon les études épidémiologiques, la population normale, c'est 7 à 10% la prévalence de la dépression. Donc on voyait qu'on est quand même sur des chiffres qui sont 2 fois plus importants. Et l'épisode mélancolique, ça c'est des mots de psychologue, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des dépressions profondes, d'accord, intenses. Et on voit que les choses, effectivement, vont augmenter ensuite en fonction
Et c'est ça la complexité de la pathologie, c'est qu'il y a des stades, il y a des phases. Ce n'est pas une pathologie linéaire, il n'y a pas un début et une fin. Au fond, c'est ça la caractéristique de la maladie. C'est que d'une certaine manière, ça se termine jamais. Puisque même quand la maladie, elle est sur le plan médical, voilà, on est en rémission, dans sa tête, la maladie, elle est toujours présente. Et de ce point de vue-là, c'est une réalité qui, nous, psychologues, nous confronte à une typologie de réflexion, de prise en charge assez originale, assez déstabilisante et qui nous a obligés à repenser notre manière de travailler. Et vous voyez les chiffres, 77% en phase terminale, c'est énorme, hein, évidemment. Si on continue avec ça, on se rend compte effectivement que là aussi, on va avoir, selon le type de cancer, selon la localisation tumorale, on va avoir effectivement une prévalence, donc une importance du pourcentage de gens touchés par la maladie, par la dépression qui va varier. C'est-à-dire que là aussi, il n'y a pas le cancer et le fait de manifester un syndrome dépressif, mais il y a, en fonction parfois du type de cancer auquel on est confronté, on va avoir des chiffres, effectivement, qui vont être différents. Alors, quand vous voyez des 11-44%, on peut se dire, ouais, c'est beaucoup. Oui, parce que souvent, sur le cancer pulmonaire, par exemple, il y a de nombreux chercheurs qui travaillent dessus. Souvent, ils n'ont pas les mêmes méthodologies, ils n'ont pas les mêmes outils. Et donc, on essaie d'être honnête en donnant les chiffres minimum trouvés et les chiffres maximum trouvés. C'est pourquoi vous trouvez parfois, voyez, ces chiffres-là. Mais vous noterez que même ici, les chiffres qui sont les plus faibles, hein, dans certains cas, sont quand même bien au-delà de ce qu'on trouve dans la population générale. Alors, il faut aussi faire la distinction entre les réactions normales de tristesse, c'est-à-dire que il nous arrive quelque chose, un événement difficile, compliqué, traumatique, on verra. Tout le monde ne plonge pour autant pas dans la dépression, vous voyez, on n'a pas du 100%. Et il faut distinguer la tristesse, on prend un coup sur la tête, hein, et puis il faut s'en remettre, et la dépression. Et parfois on confond les deux. Ce qui caractérise la dépression, c'est le caractère chronique des symptômes. Hein, cette baisse de morale, ce désespoir, effectivement, qui, au fond, vont s'installer de façon pérenne et vont mettre véritablement le patient en difficulté. Ça va devenir un frein, un handicap, une entrave à la vie. Et de ce point de vue, ça fait toute la différence entre... Ça vous arrive, hein, ça nous arrive, des fois on n'a pas le moral, ça dure quelques jours, 1, 2 semaines, mais pas au-delà. Au-delà, on bascule dans autre chose. Hein. Et donc c'est important de faire la distinction entre les deux. J'ai parlé de la dépression, mais il y a un aspect qu'on aborde peu dans la problématique psychopathologique des malades du cancer, c'est l'état de stress post-traumatique. Alors, on en parle beaucoup avec les attentats de Paris, de Nice, on a beaucoup parlé de la question du psychotraumatisme, parce que c'est de ça dont il s'agit en fait, c'est du psychotraumatisme. Et on connaît bien cette problématique-là. Vous avez tous vu dans les années 80 les héros des séries, ou alors Rambo, etc. Vous vous rappelez de Rambo qui parfois faisait des cauchemars de lui au Vietnam? Eh bien, c'est ça, le stress post-traumatique. C'est-à-dire ce sont des souvenirs marquants qui restent dans notre tête et qui s'expriment soit à l'état de veille par des idées qui reviennent dans la tête, soit par des cauchemars, par des états anxieux, par des états d'évitement. Eh bien, il se trouve que, depuis quelques années, c'est assez récent en fait, hein, on s'est rendu compte qu'on pouvait diagnostiquer la présence de syndrome post-traumatique, donc comme chez les victimes, chez les malades du cancer. Et vous avez, là encore, rappelez-vous, la prévalence, c'est le pourcentage dans la population, qui est de 4 à 19%, alors qu'en France, globalement, la prévalence pour les victimes
victime d'agression, etc., elle est de 5-6% selon les études. Elle est plus importante en Amérique du Nord. Mais donc, vous voyez, il y a quand même effectivement des chiffres qui méritent d'être pris en compte. Et là, on a les chiffres pour le cancer du sein, simplement. Et ça nécessite là aussi un type de prise en charge très particulier. Et on voit que dans d'autres études, on va avoir 18%, donc là on est bien au-delà de ce qu'on trouve habituellement dans les populations, y compris chez les victimes, dans la population française globalement, on trouve 18% de gens qui ont tous les symptômes et 56%, c'est énorme, de gens qui ont certains symptômes, c'est-à-dire ils ont une partie seulement du tableau clinique, c'est-à-dire simplement, par exemple, ça peut être les idées qui reviennent, l'annonce, c'est-à-dire je revois en permanence le moment où le médecin m'a prononcé le terme. Ça revient assez souvent chez les patients, par exemple. Et donc, il y a une dimension traumatique qui est importante. Bon, je ne vais pas m'attarder sur les chiffres, mais globalement, plus les patients sont jeunes et plus la pathologie a un impact en termes de stress post-traumatique. Voilà ce qu'on trouve dans la littérature. Voilà, évidemment, c'est un peu ce que j'indiquais à l'instant. Il y a un autre aspect qu'on connaît un peu mieux, c'est l'anxiété, qui fait partie de cette trilogie des troubles réactionnels. Alors, là encore, c'est un terme un peu barbare, l'idée de méta-analyse. Les méta-analyses, c'est très intéressant, ce sont des études qui rassemblent toutes les études qui ont travaillé sur le même objet. Et c'est vraiment intéressant parce que ça nous permet d'avoir une vision synthétique de tout ce qui a été publié dans le domaine de la recherche. Et là, on se rend compte que quand on regarde les quelques méta-analyses qui existent, eh bien, on trouve là aussi des prévalences importantes en termes de troubles anxieux. Globalement, les troubles anxieux, il y a ce qu'on appelle les troubles d'anxiété généralisés. C'est vous êtes le matin, vous avez un sentiment d'oppression, vous voyez, c'est en permanence là, c'est chronique. Il y a les attaques de panique, c'est une montée aiguë d'un sentiment de panique, d'oppression. On a une accélération du rythme cardiaque et parfois d'ailleurs on file aux urgences parce qu'on pense que c'est effectivement quelque chose qui relève d'une atteinte cardiovasculaire. Il y a ce qu'on appelle les TOC aussi, les troubles obsessionnels compulsifs, qui font partie des troubles anxieux. Et puis, on pourrait encore mettre d'ailleurs le stress post-traumatique, mais je le mets de côté pour sa spécificité. Quoi qu'il en soit, on a là aussi, si on compare les patients, les malades du cancer au sujet contrôle, on a une prévalence qui est ici encore importante. Et ce qui est intéressant dans cette étude qui a été proposée par ses collègues, c'est qu'on voit que, en fait, ici on a la dépression, c'est celle qui est la plus importante au début de la maladie, c'est-à-dire après l'annonce, c'est dans les 2 ans, parce que je ne vois pas bien, dans les 2 ans qui suivent la maladie à peu près. En revanche, au fil du temps, eh bien, on se rend compte que après cette fois environ 10 ans, cette fois la prévalence est plutôt pour les troubles anxieux. Vous voyez, là c'est les gens c'est à peu près 2 ans. Après c'est plus de 2 ans si je vois bien. Non, c'est plus de 10 ans. Enfin voilà, c'est en fonction du temps. Et là on se rend compte qu'au début c'est surtout la dépression qui est présente, et au fil du temps, eh bien, plus le temps avance, et plus on va voir apparaître un syndrome anxieux, c'est-à-dire que c'est le syndrome anxieux après le trouble réactionnel qui caractérise souvent la présence d'un syndrome dépressif, qui va caractériser et qui va être présent en permanence chez les malades, et c'est compréhensible. C'est quoi, au fond, le cancer? C'est cette épée de Damoclès qui est en permanence là. Chaque examen, chaque résultat, chaque changement corporel, même le plus insignifiant, est peut-être le signe que ça va recommencer. On est en permanence suspendu à quelque chose. Ce qui caractérise foncièrement le cancer, c'est la suspension du patient. C'est-à-dire qu'on est suspendu à quelque chose, à une décision qui peut-être n'arrivera jamais, mais qui peut potentiellement venir, lorsqu'on est malade ou lorsqu'on a été malade,
venir à nouveau nous balayer dans notre rapport à la vie. Et il n'est pas étonnant, effectivement, que la question des troubles anxieux soit récurrente. Mais ce qui est aussi pas étonnant, c'est que ça concerne non seulement les patients, mais aussi les conjoints, les familles. Et de ce point de vue, ce sont des résultats, au fond, qu'on connaît bien. Et ça, on y reviendra. Ce sont ces troubles-là ne sont pas les plus difficiles à traiter, à vrai dire. On sait plutôt bien aujourd'hui traiter les troubles réactionnels. On a de bonnes techniques pour prendre en charge les patients. Et si la maladie se résumait à la présence de ces troubles réactionnels, ce ne serait pas un problème pour les aspects psychologiques. Mais c'est plus compliqué que ça, le cancer. Il y a d'autres spécificités qui caractérisent cette pathologie-là et qui la distinguent des autres, et c'est ce que je vais essayer de présenter ici. Et je vais, pour ce faire, m'appuyer sur les travaux de mon collègue et ami Gustave Nicolas Fischer, qui définit la maladie grave de la façon suivante. La maladie peut être définie, et les termes résonnent, comme l'ébranlement du processus vital qui va engendrer une situation spécifique de lutte entre d'un côté des agents pathogènes tendant à détruire le vivant et de l'autre des forces de réparation, d'adaptation orientées vers la guérison. Donc l'idée, c'est que la maladie, c'est une situation de lutte et de conflit entre, effectivement, la maladie, c'est un déséquilibre. Ça vient déséquilibrer quelque chose de l'organisation du sujet. Et la question qui va se poser, c'est comment ces forces de réparation, ces ressources psychiques, seront ou pas mobilisables. Évidemment, aujourd'hui, heureusement, le cancer ne signifie plus la mort médicalement, c'est plus systématique, mais dans la tête de chacun d'entre nous, dans les croyances de chacun, ça résonne comme une sentence de mort. C'est-à-dire que quand on porte ce diagnostic, quand on est cogné par ce diagnostic, ça résonne comme une condamnation à mort. Et de ce point de vue, c'est pas la même chose, et je veux pas relativiser, bien sûr, l'importance de tel, et pas faire une hiérarchie entre les pathologies, mais c'est pas la même chose que quand on vous annonce un diabète ou de l'asthme. Là, vous voyez, il y a quelque chose qu'on doit intégrer. C'est que les maladies sont des objets sociaux d'évaluation. C'est-à-dire qu'on a tous alors qu'on n'est pas médecin, alors qu'on n'a même peut-être jamais vu de malade du cancer dans sa vie, pourtant on a une connaissance de ce que c'est que le cancer. C'est-à-dire qu'il y a des connaissances sociales, il y a des maladies qui sont des objets sociaux, c'est-à-dire qui sont dépositaires d'un champ de connaissances qui sont socialement partagés. Si par exemple on diagnostique une SLA à un patient, eh bien, certains disent « je suis content, c'est pas un cancer ». Sauf qu'il risque de mal finir, quoi, parce que la sentence de mort, elle est claire. Mais vous voyez, la SLA, la sclérose latérale amyotrophique, chez beaucoup d'entre vous, il n'y a pas de connaissances associées. Ça ne résonne pas, à moins que vous ayez eu ça dans votre environnement. Hein. C'est-à-dire que les maladies, eh bien, sont associées à des systèmes de croyances et qui vont déterminer notre rapport à la maladie, notre rapport au traitement, notre rapport aux autres. Et notre rapport aux malades. Et de ce point de vue, on ne peut pas faire l'économie de cette dimension psychosociale de la maladie, hein, qui configure en des termes très particuliers la chose. Et du coup, si le cancer résonne en termes de sentence de mort, on est confronté à quelque chose d'inédit. C'est le caractère impensable de notre propre mort. C'est-à-dire qu'on arrive à peu près à se débrouiller avec la mort des autres. C'est difficile, c'est douloureux, c'est traumatique, mais on n'arrive pas à penser la question du mourir. Il y a quelque chose qui est une absence de représentation de notre propre mort.
la philosophie, les religions nous donnent des clés pour saisir, métaphoriser, envisager, comprendre ce que peut être la question de la mort. Mais lorsqu'on est confronté à quelque chose qui est celle de notre propre fin, mais au sens littéral du terme, c'est impensable, on n'arrive pas à le penser. Et ça nous met dans une situation toute particulière, où, au fond, c'est l'effroi. Vous voyez, on est face à quelque chose qui est insaisissable. Et il y a, heureusement, peu de situations comme ça dans la vie. La plupart du temps, on anticipe, on est capable d'anticiper les événements de vie, de les comprendre, même si on n'a pas été confronté. Mais la question de notre propre mort, eh bien, c'est une situation inédite de ce point de vue. Et le cancer, de ce point de vue-là, impose sur le plan psychique ce type de réalité. C'est la toile de fond sur laquelle la maladie survient, avec des changements sur lesquels on aura l'occasion de revenir, des changements effectivement de l'image du corps, des changements dans notre rapport aux autres, parce qu'on n'est plus le même. Il y a quelque chose d'une transformation identitaire sur lequel je reviendrai. Et évidemment, tout ça va être très différent selon qu'on est un enfant, un adolescent, un adulte, une personne âgée, selon le type de pronostic, parce qu'on se dépêche d'aller voir sur Internet qu'est-ce qu'il en est dit, et en fonction du stade de la maladie, bien sûr. Donc, tous ces paramètres vont interférer et vont agir. On est dans ce qu'on appelle une situation extrême. Voilà ce que Bettelheim appelait les situations extrêmes. Bettelheim, c'était un pédopsychiatre, psychanalyste, qui a connu les camps de concentration. Et il a écrit un texte formidable sur son expérience des camps de concentration. Et voilà comment il définit, à partir de cette expérience dans les camps de concentration, les situations extrêmes. Nous nous trouvons dans une situation extrême quand nous sommes soudain catapultés dans un ensemble de conditions de vie où nos valeurs et nos mécanismes d'adaptation anciens ne fonctionnent plus. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que la maladie qui s'impose à nous impose, on le verra, de réinventer quelque chose de notre rapport à la vie, c'est-à-dire de savoir pourquoi on se bat, d'aller chercher des ressources que jusque-là on n'a jamais mobilisées et qui doivent être mobilisées pour s'en sortir. Certaines d'entre eux, même, mettent en danger la vie qu'ils étaient censés protéger. Ça veut dire quoi? Il dit qu'en fait, quand on est confronté à l'extrême, si on n'est pas capable de transformer quelque chose fondamentalement en soi, eh bien, les adaptations qui étaient fonctionnelles dans la vie normale, eh bien, dans la situation extrême, vont être inefficientes, voire se retourner contre le sujet. Nous sommes alors, pour ainsi dire, dépouillés de notre système défensif. Et nous touchons le fond. Nous devons nous forger un ensemble d'attitudes, de valeurs et de façons de vivre selon ce qu'exige la nouvelle situation. Et de ce point de vue, la maladie grave et le cancer relèvent de ce qu'on définit comme des situations extrêmes. Et la situation extrême impose plusieurs fractures dans l'expérience de vivre. D'abord, des fractures dans la temporalité. Au fond, le temps ordinaire est stoppé. Ce qui caractérise la maladie, c'est qu'à partir de maintenant, le temps nous est compté. Ce qui, effectivement, est aussi particulièrement caractéristique, c'est que, au fond, on est confronté au temps qui nous reste à vivre. Et on fait cette expérience inédite, auquel on n'est pas préparé, mais de sa propre fin, qui est une épreuve en soi, dont je parlais tout à l'heure, et qui vient balayer d'un revers de manche quelque chose qui nous aide à vivre. Mais c'est quoi? Mais chacun d'entre nous a déjà anticipé où il allait peut-être aller
en vacances, aux prochaines vacances là, de Pâques ou aux grandes vacances. C'est-à-dire qu'on vit avec cette prétention de pouvoir contrôler ce qui va nous arriver d'ici plusieurs mois, d'ici plusieurs années. Mais on est capable de faire ça parce qu'on est capable de mettre à distance l'idée qu'on est mortel. Cette illusion d'immortalité nous aide à vivre, sinon on ne pourrait pas vivre. Sinon, on serait dans l'incapacité à projeter quoi que ce soit de nous dans notre rapport au temps. Et avec la maladie qui survient, ce type de maladie qui survient, c'est la structure même qui fonde la psychologie de ce que nous sommes qui est complètement balayée, c'est-à-dire qu'on prend conscience qu'effectivement on peut mourir et que parfois on va mourir. Même si c'est une réalité, évidemment, on sait qu'on va mourir, mais on peut en rire, et c'est une notion qu'on met à distance et qui devient souvent une notion philosophique. C'est également une fracture dans l'identité. Et de ce point de vue, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'au fond, vous savez, on se construit tous une identité par rapport à ce qu'on fait, notre métier, toutes ces identités qui nous font exister dans le regard des autres, par rapport aux autres, par rapport à des projets de vie, des espèces de coquilles sociales, au fond protectrices. Mais cette espèce de, ce que je qualifie de prêt-à-porter social, mais se casse la figure, quoi. Je veux dire, dans une société en particulier qui, aujourd'hui, fonde comme valeur essentielle une psychologie de l'avoir, je suis parce que j'ai une belle voiture, une grosse maison, un gros compte en banque, et je veux dire... c'est la maladie qui survient, balaye cela et se pose la question de la psychologie de l'être, c'est quel est le sens à vivre? Et de ce point de vue, ça nous met dans des configurations, là aussi, que notre époque renforce d'ailleurs, cette individualisation, cette psychologie de l'avoir. Mais on peut se demander en quoi les contextes idéologiques des sociétés modernes, au fond, ne rendent pas d'une certaine manière encore plus vulnérables les sujets qui sont confrontés à cette question du sens des choses, de ce qui est essentiel et de ce qui ne l'est pas. Et ça impose, tout ça, de reparamétrer ce qui compte vraiment. Et c'est en quoi la maladie nécessite un ajustement qu'on ne trouve pas ailleurs. Reparamétrer ce qui compte, mais c'est retourner à l'essentiel, c'est reparamétrer effectivement les choses qui sont vitales pour moi dans cette épreuve que je traverse. Et alors là, la réussite professionnelle, la réussite matérielle qui était tellement structurante de ma vie, de nos vies, mais deviennent des chimères. Ce qui compte, c'est la proximité de ma famille, de mes amis, la sincérité des sentiments, mais c'est ce reparamétrage des valeurs de chacun d'entre nous dans ces situations spécifiques, mais sont constitutives d'une nouvelle identité. Et de ce point de vue-là, effectivement, ce sont des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. D'une certaine manière, on peut considérer que la confrontation à la maladie comme le cancer, la confrontation à l'extrême, va nous mettre dans une situation inédite qui va mobiliser des ressources adaptatives qui n'ont jamais jusque-là été mobilisées. Et de ce point de vue, ça en fait une situation toute spécifique. J'insisterai sur un point qui est, en reprenant une citation de Fischer, il dit « ce sont des expériences de passage, non seulement d'un état à un autre, mais de passage intérieur vers nous-mêmes, où se joue notre propre refondation à partir d'autres repères, d'autres certitudes puisées au fond de notre âme et qui définissent ce que vivre signifie désormais pour nous. » Et la question du passage est importante. C'est la maladie comme une espèce de rite de passage. Vous voyez ? Et c'est quoi un rite de passage ? C'est un espace dans lequel on rentre, duquel on sort, transformé. Vous voyez ? Et de ce point de vue, sur le plan psychologique, tout ça n'est pas anodin. Alors, je viens d'aborder la question à deux niveaux. J'ai abordé la question des troubles réactionnels, troubles anxieux, troubles dépressifs, psychotraumatismes, et je dis, en plus,
il y a une couche supplémentaire, c'est que ça nous confronte à une situation toute particulière sur le plan psychique. La mort, ce que ça implique, la dimension de la situation extrême. Poursuivons. Et on verra ensuite quelle est la place de la psychothérapie. Je disais en préambule que, malade ou pas, nous avons tous une histoire. Et c'est pas parce qu'on est touché par la maladie que d'un coup notre histoire s'efface et qu'on peut faire comme si la seule préoccupation était la maladie. Mais la maladie s'inscrit dans une histoire de vie qui est une espèce de creuset à l'intérieur duquel, on va le voir, la maladie prend une coloration toute particulière. La résonance est toute particulière. Et je dis une histoire traumatique. Je vais m'expliquer. Le traumatisme, c'est pas seulement la question de la confrontation aux attentats, etc., etc. C'est pas que ça, aux violences, c'est pas que ça. C'est aussi ça, mais c'est pas que ça. La traumatisation, elle commence parfois très très tôt, on va en dire un mot, dans les relations avec l'entourage, dès la naissance, et puis elle peut être aussi le fait d'événements identifiables. Alors, la traumatisation relationnelle, c'est quoi? C'est notamment les problématiques d'attachement. Ça revient très souvent dans les consultations avec les patients ou les patientes. C'est-à-dire que l'attachement, c'est ce qui organise foncièrement notre rapport aux autres. Il y a différents types d'attachement, sécure anxieux, etc. Mais je vais être très simple. Vous savez, si vous avez une mère ou des parents, disons-le comme ça, qui très tôt sont bienveillants, sont stables, c'est-à-dire qu'ils ont toujours les mêmes comportements, vous vous sentez aimé, qu'est-ce que ça détermine? Ça détermine un rapport à la vie où je me sens aimé, j'ai de la valeur, je me sens en sécurité. Imaginons maintenant des parents qui sont négligents, ils ne s'occupent pas beaucoup de moi, ils me mettent de côté. Un jour ils sont bien et puis aimants et puis le lendemain ils sont même violents. Si je suis enfant avec mon cerveau d'enfant, qu'est-ce que ça va amener? Ça va amener un sentiment d'insécurité, un sentiment d'impuissance, c'est-à-dire que je suis dans un environnement familial, je ne sais pas ce qui peut arriver. Je pense à une patiente, son papa était alcoolique et en fait tous les soirs elle dit, à la manière dont il avait de monter les marches de l'escalier, je savais comment les choses allaient se passer à la maison. Et en fonction de la manière dont il montait les escaliers, ça criait dans tous les sens, il y avait de la violence, ou alors ça se passait bien. Mais elle était dans cette situation, assise dans son lit, avec un sentiment d'impuissance, une absence de contrôle sur ce qui allait se passer. Et ça marque. Ça marque notre cerveau, ça marque notre psychologie. Ça nous amène effectivement à être sécurisés, à avoir une image de nous qui est positive ou pas. Et en fait, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête de chacun lorsqu'on est confronté à ce genre de choses? Eh bien, il se passe des choses comme ça. Il se passe des choses comme ça. Et gardez ça en tête, on va manifester de l'impuissance, de la perte de confiance, des images de soi négatives, sentiment qu'on ne compte pas, sentiment d'être abandonné, sentiment qu'on n'est pas aimable, au sens où on ne peut pas être aimé, sentiment d'insécurité, de l'angoisse de mort. Et à cet âge-là, c'est vraiment ça, quand on est enfant. Sentiment d'incontrôlabilité, gardez ça en tête. C'est-à-dire que, vous voyez, notre histoire relationnelle détermine déjà, dans notre cerveau, un certain type de traitement de l'information sur qui on est et notre rapport au monde. Et si on considère que c'est stocké en mémoire, parce que c'est stocké en mémoire, eh bien on peut se dire que peut-être que des événements qui vont arriver beaucoup plus tard dans la vie pourront réactiver ça, on verra bien. Et puis il y a d'autres événements qui peuvent effectivement arriver, sont des événements liés à des événements de la vie adulte, etc. etc. Et je me suis intéressé à savoir s'il y avait un lien d'ailleurs entre le fait d'avoir été confronté à des événements de vie difficiles et traumatiques et la survenue du cancer.
en termes de pathologie, on ne trouve rien. C'est-à-dire que souvent, dans toutes les études, on montre que c'est souvent les modes de vie du patient, par exemple, qui sont les facteurs plus prédictifs. Mais je vais passer parce que c'est pas ça le plus important. Ce qui est le plus important, c'est que, d'une certaine manière, dans notre cerveau, ces événements du passé, ils sont là. Ils ne sont pas totalement traités, ils ne sont pas métabolisés. Et d'une certaine manière, ils sont constitués dans notre mémoire et même s'ils sont mis de côté à un moment donné, ils peuvent être activés. Tiens, rappelez-vous ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est confronté au cancer, à la maladie? La peur, l'angoisse, l'impuissance, qu'est-ce qui va m'arriver? La capacité à anticiper. Est-ce que les gens vont rester à mes côtés? Sentiment d'inutilité, l'angoisse de mort, sentiment de solitude, sentiment d'insécurité, sentiment d'abandon, l'image de soi, l'image de corps, son corps qui change, la peur de perdre ses proches. Vous savez, la première chose souvent notamment les femmes, lorsqu'elles viennent en consultation, la première préoccupation, c'est qu'est-ce que vont devenir mes enfants? Vous voyez? Donc, et c'est pas tellement ce qui leur arrive tout de suite. Après, on travaille, mais c'est comment ils vont se débrouiller? Qu'est-ce qu'ils vont faire sans moi? Vous voyez? Tiens, c'est marrant ça. Ça, rappelez-vous, c'est ce que je disais sur ce qui arrive lorsque la maladie survient. Et ça, en bleu, c'est l'histoire et le passé. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est notre histoire en tant que personne, indépendamment du fait qu'on est malade. Eh bien, vous voyez, il y a des parallèles. C'est-à-dire que, on montre aujourd'hui qu'une peur qui arrive lors de la maladie va activer des réseaux de peur qui, effectivement, étaient déjà présents. C'est-à-dire que non seulement la peur de la maladie est déjà une réalité en tant que telle, mais qu'en plus, elle va faire écho à d'autres peurs dans l'histoire du sujet. Que par exemple, les problèmes d'attachement, est-ce que mon conjoint va pas m'abandonner, ça va réactiver d'autres problématiques d'attachement, que le sentiment d'insécurité, le sentiment je cherche l'impuissance, voilà, d'impuissance face à la maladie, mais va réactiver d'autres réseaux de mémoire parfois, d'autres périodes de vie. C'est-à-dire que ça devient compliqué notre histoire. Hein. C'est-à-dire que la maladie, c'est pas que le seul problème. Parfois, c'est le seul problème. Parfois, on n'est pas confronté à ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas à le traiter, hein, parfois, avec bon nombre de patients. Mais parfois, il est étonnant de voir que des patients qui viennent parce qu'ils sont malades ou parce qu'ils ont été malades, donc après la maladie, lors de la phase de rémission, ils viennent et on ne traite pas la question de la maladie, on traite quelque chose de leur histoire. Et c'est dans un deuxième temps qu'on traite la question de la maladie. Donc, ça devient compliqué, parce qu'on va avoir une double psychopathologie. Et ça, les psychologues ont parfois du mal à l'identifier en tant que tel. Et aujourd'hui, on commence à avoir une vraie littérature là-dessus, et en plus de vrais protocoles de prise en charge. On va avoir dans la psychopathologie générale, c'est-à-dire celle du commun des mortels, ceux qui ne sont pas forcément malades, on a toutes ces problématiques d'attachement, d'addiction, de deuil, d'anxiété, de violence, etc. C'est-à-dire qu'avant avant la maladie, chacun d'entre nous est constitué de choses positives et négatives. Et puis se rajoute une deuxième couche qui est la psychopathologie liées au cancer. Et de ce point de vue, vous avez deux niveaux sur le plan psychopathologique qui en font effectivement une psychopathologie extrêmement complexe qui nécessite des prises en charge toutes spécifiques et qui doivent prendre en compte souvent ce double paramétrage. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ces aspects psy? Il y a les médicaments qui sont utiles, mais qui règlent le symptôme, qui atténuent l'intensité du symptôme, mais ils ne règlent pas le problème. Aujourd'hui, les psychothérapies, depuis 10 ans, ont explosé.
C'est-à-dire que quand moi j'ai commencé, que j'étais étudiant, on n'avait qu'une seule forme de psychothérapie, c'était la psychanalyse et la thérapie de soutien. On n'avait que ça à disposition. Aujourd'hui, c'est un autre monde. Aujourd'hui, on en parlera, les psychothérapies ont changé les moyens d'action des psychologues. C'est plus forcément des psychothérapies qui durent des années. Et puis aujourd'hui, on ne fait pas que soigner, on est capable de guérir. Il y a certains troubles qu'on réduit totalement. Pas seulement en éteignant les symptômes, mais réellement en réglant et en remettant les patients dans une situation comparable à ce qu'ils étaient avant. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une psychothérapie ? D'abord, le terme de psychothérapie, effectivement, c'est un vieux terme qui existe depuis plus d'un siècle. On le doit à Bernheim, qui est connu pour avoir inventé l'hypnose, et je le cite parce qu'il a fait ça à Nancy. Mais surtout, regardez ça, c'est étonnant. Hein, on recense à peu près dans le monde, on ne sait pas trop comment on les a calculés, 300 à 400 formes de psychothérapie. C'est énorme. Alors, on est plus humble parce que en France, il y a eu une étude statistique qui a été faite par la Fédération française des psychothérapeutes. Et on a globalement 30 typologies de psychothérapie différentes. Ça vous embouche un coin, parce que si je vous demandais de me dire combien de psychothérapies vous connaissez, vous m'en diriez 3, 4, 5, mais pas plus. Oui ? Nous, c'est les psychothérapeutes qu'on ne connaît pas. Ah ben, on en reparlera alors. Mais ceci étant, les psychothérapeutes, ils font pas tous la même chose, mais on en parlera peut-être dans les questions, si vous voulez. On abordera cette question. Alors, on peut essayer de voir, hein, d'abord. Vous voyez, comme je savais que vous alliez me poser cette question à ce moment-là, j'ai mis la diapo. Vous voyez. Donc, en fait, il y a plusieurs types de professionnels qui font des psychothérapies. Il y a des psychiatres, il y a des psychothérapeutes, il y a des psychologues, il y a des psychanalystes qui sont certains types de psychothérapeutes. Donc on a plusieurs types de professionnels qui sont capables de souvent travailler de la même manière, même s'ils n'ont pas au départ les mêmes formations. Et puis, le monde des psychothérapies, j'en ai mis quelques-unes, il est vaste. La thérapie transactionnelle, les thérapies cognitivo-comportementales, la psychanalyse, l'hypnose. Vous voyez, on pourrait... Voilà, on va pas faire la liste, c'est pas très intéressant. Mais il existe, et toutes ces thérapies-là, globalement, elles ont fait l'objet de validation. C'est-à-dire qu'on sait que ça marche, et on commence à savoir pourquoi ça marche, et on commence même à comprendre où ça fonctionne. C'est-à-dire que ce qu'on n'osait pas imaginer il y a encore une dizaine d'années. Et ça, c'est intéressant. Et on peut s'amuser d'ailleurs à définir ce qu'est une psychothérapie. Généralement, une psychothérapie, c'est une rencontre entre deux personnes, une personne qui demande de l'aide et quelqu'un qui a un savoir et des compétences. Et l'objectif, effectivement, c'est, et ça c'est important, c'est ça l'objectif des psychothérapies, c'est de produire un changement. D'accord ? Mais vous voyez, corps de connaissances théoriques et techniques, ça pourrait nous amener loin, hein, parce qu'il y a plein de psychothérapies qui ne sont pas enseignées à l'université et qui ont des résultats tout à fait intéressants. Et dans des sociétés traditionnelles, il y a des choses extraordinaires qui se passent, pourtant ça n'a pas fait l'objet de recherches scientifiques. Donc, en fait, c'est un monde très particulier, les psychothérapies. On en dira quelques mots en conclusion. Souvent, les gens ont le sentiment que leur psychothérapie est la meilleure, mais ça pose un problème. On en dira un mot plus tard. Alors, on peut se demander quelle serait alors la place des psychothérapies dans le cancer. Je me suis amusé à chercher une littérature pour préparer cette conférence. Ça, c'est ce qu'on appelle les bases de données. C'est là où on va chercher nos documents. Et j'ai croisé 2 mots-clés. Et vous voyez, les publications, c'est énorme. On ne pourrait pas s'amuser, évidemment, à faire une synthèse de toute cette littérature. C'est trop important. Ceci étant, on peut se poser une question. Qu'est-ce que c'est qu'une psychothérapie en oncologie et quels seraient les objectifs d'une psychothérapie en oncologie? J'ai identifié 6 objectifs qui me paraissent transversales à toutes les approches, quelles que soient les approches. Il me semble que ça fait partie des objectifs qui transcendent toutes les approches psychothérapeutiques, quelle que soit notre orientation, et qui méritent d'être verbalisés, explicités avec le patient. D'abord, ça me paraît évident, c'est réduire la souffrance. J'ai évoqué la souffrance, c'est tous ces troubles anxio-dépressifs, etc. Mais pas seulement.
La psychothérapie doit aussi, et ça c'est les nouvelles psychothérapies, se donner les moyens de potentialiser le bien-être, voire de maintenir ce bien-être, voire de l'améliorer. Et ça c'est vraiment un objectif important. C'est-à-dire qu'il y a double objectif, c'est réduire la souffrance, potentialiser les ressources. Et ça, de plus en plus, on sait le faire. Et c'est très paradoxal parce que pour les professionnels qui sont ici, les psychothérapies, les premières séances de psychothérapie avec les malades du cancer sont toujours d'une grande violence émotionnelle. C'est toujours très difficile. Les premières séances sont toujours très rudes. Et puis, on va vers quelque chose qui s'améliore au fil du temps. Mais le démarrage, c'est vraiment la caractéristique ça, avec les patients, c'est que il y a une grosse charge émotionnelle au démarrage des psychothérapies. Et ça a été d'ailleurs montré dans des recherches récentes. Deuxième objectif, rappelez-vous, j'ai parlé d'adaptation, c'est mobiliser les ressources adaptatives des patients. C'est-à-dire, c'est leur permettre de faire face à ces crises identitaires, à ces transformations physiques. Il y a quelque chose là, je parlais tout à l'heure d'une situation inédite. C'est justement d'aider les patients à mobiliser ces ressources nécessaires qu'il va devoir effectivement prendre avec lui pour affronter ce qu'impose cette maladie si spécifique. Et de ce point de vue, la psychothérapie peut largement contribuer à ça. Mais c'est également, par exemple, les aider à accepter de se rapprocher, par exemple, de lieux comme l'hôpital, qui sont des lieux morbides, parfois vécus en des termes similaires, où l'hôpital, c'est là où la maladie est, c'est là où la mort est. Et de ce point de vue, effectivement, il y a tout un travail qui est à faire, mais qui, globalement, est un travail sur la vulnérabilité et la mobilisation des ressources adaptatives. C'est de travailler sur les pertes d'identité. C'est aussi, et on en parle peu, les faire adhérer aux soins. Bon nombre de patients ne suivent pas les traitements, ne veulent pas suivre les traitements, parce qu'il n'y a plus de raison de vivre. C'est-à-dire qu'il faut quand même, et on est parfois confronté à des patients qui se disent « mais à quoi bon ?» Et il y a tout un travail là de fond à faire avec eux pour effectivement essayer, tout en respectant ce qu'ils sont, pour les ramener dans le système de soins. Et de ce point de vue, c'est vraiment un aspect important. Et on revient à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est rechercher le sens. Mais il y a un sens fondamental à trouver. La réponse fondamentale, elle est d'amener les gens à ne plus seulement se donner des raisons de vivre qui soient extérieures pour ses parents, pour ses enfants. Mais non, la vraie force, c'est d'être capable d'amener les gens à se dire que la raison de vivre, mais elle se trouve dans la vie elle-même. Vivre pour vivre, sans avoir simplement la nécessité d'aller chercher des supports extérieurs à cette motivation-là, qui caractérise au fond notre vie au quotidien. On trouve un sens à notre vie pour nous lever le matin. Mais lorsqu'on est confronté à des situations comme celles qui sont celles de ces malades-là, c'est de les amener à dire mais la vie en tant que telle est la motivation pour se battre. Et c'est un rapport complètement différent qui est envisagé par rapport à eux-mêmes et pas seulement par rapport à leur entourage et leur environnement. Tout le monde les patients veulent comprendre pourquoi moi. Mais il n'y a pas d'explication. C'est ça le drame. Il n'y a pas de sens caché. C'est ça le drame. Ce serait tellement simple d'avoir une explication à donner. Là où il n'y a pas de sens, la maladie qui survient, c'est le non-sens absolu parce que c'est l'arbitraire. Et de ce point de vue, faire entendre cette dimension-là relève aussi d'une des missions du thérapeute. Parce que si on n'est pas capable effectivement de mobiliser ça, il y a quelque chose du sujet qui s'effondre.
Le quatrième objectif, c'est de redonner une souplesse au fonctionnement psychique, c'est-à-dire d'améliorer la régulation des émotions, comment dire, d'être capable de s'adapter. La psychothérapie est un travail qui donne des ressources qui vont, au fil du temps, quels que soient les événements qui vont arriver, donner des ressources pour s'ajuster. Cette dimension de la souplesse psychique est un élément fondamental, et d'ailleurs qui doit être un moteur à tout type de psychothérapie. Parce que, et c'est le cinquième objectif, c'est de prévenir les crises. Inévitablement, je disais tout à l'heure, le cancer, lorsque j'entends mes patients, mais c'est une maladie dont on ne se défait jamais, même après des années de rémission. C'est toujours quelque part là, dans ma tête, des années après. Et de ce point de vue, la psychothérapie a, paradoxalement, non seulement un effet curatif, mais aussi un effet préventif, dans ce qu'elle permettra d'anticiper dans ce qui m'attend demain et auquel je vais devoir faire face. C'est-à-dire que ce sont les nouvelles crises, les nouvelles rechutes éventuelles, la guérison, la mort peut-être. Voilà. Et de ce point de vue, c'est vraiment important. Et sixième objectif, eh bien, c'est développer l'optimisme des malades. Parce que ça, on sait faire, et de mieux en mieux. Et surtout, ce qu'on montre, c'est qu'il y a un lien négatif entre plus j'ai un rapport optimiste au monde et moi je suis anxieux, moi je suis dans le désespoir, meilleure est ma qualité de vie. Donc ça vaut la peine. Ce sont des nouveaux indicateurs qu'on introduit de plus en plus dans notre manière d'exercer le métier. Et ça, on peut aider à le faire. Mais vous savez, hein, je veux dire, le rapport aux choses, l'optimisme ou le pessimisme, ça a des effets sur le plan de la santé psychique. C'est pas des espèces de constructions comme ça qui sont des espèces d'illusions. Vraiment, aujourd'hui, on montre que ces aspects-là, eh bien, font partie des ressources qu'on peut mobiliser. Alors, pour aller vite, si vous voulez bien, parce que je ne voudrais pas que vous soyez trop épuisés de m'écouter, je vais vous présenter quelques approches qui sont d'un grand intérêt selon moi, mais il y en a d'autres. C'est vraiment un choix partiel et partial que de présenter ces approches. D'abord, il y a la spiritualité et le cancer. Il y a énormément de travaux qui montrent les effets bénéfiques de la méditation, du mindfulness sur le bien-être, sur les états dépressifs, etc. Et on sait que la spiritualité joue un rôle sur le bien-être, sur le sentiment d'impuissance. Ah, ça vous dit quelque chose, sentiment d'impuissance? Mais également sur le désespoir, ça diminue le sentiment de désespoir. Et on a des résultats vraiment encourageants qui se développent partout dans le monde et qui montrent effectivement que ce type de pratique est utile et efficace. Et là, je présente un travail sur un certain type de méditation qui est ce qu'on appelle les thérapies de la pleine conscience et qui montre là aussi des résultats intéressants sur l'amélioration du bien-être, sur la diminution des scores de dépression et d'anxiété. Donc, ça marche, c'est utile, ça fonctionne. Il y a également la thérapie EMDR, sur laquelle on travaille beaucoup à Metz, et qui est aussi une thérapie prometteur dans le domaine. Par exemple, on a fait des études sur 2 cas. Donc je vais vous montrer rapidement le cas. On a suivi des patients, c'est le cas Paul et le cas Nora. On a suivi des patients, effectivement, c'était sur la perception douloureuse du sein fantôme. Vous savez, quand il y a mastectomie, on a souvent le sentiment que le sein est encore là. Hein. C'est comme le syndrome du membre fantôme. Et donc, on a réussi à faire diminuer la sensation et le niveau de douleur, vous voyez, au bout de quelques séances. Et surtout, vous voyez, là, vous avez, en bleu, c'est la dépression, en rouge, c'est l'anxiété. Et sur des cas comme ça, on a fait diminuer les scores. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Voilà. Ça, c'est les dessins qu'ont fait les patients. C'est-à-dire qu'on leur demandait, première séance, dessiner le sein qui n'est plus là. Donc, les patients ferment les yeux, on leur demande de représenter leur poitrine et de colorier en rouge les zones les plus douloureuses. Vous savez, c'est-à-dire qu'on a un schéma mental de notre corps.
C'est pour ça que quand il y a amputation, par exemple, on a le sentiment qu'on a encore notre bras, qu'on a encore notre bras et qui nous fait mal. C'est parce que notre cerveau, il ne s'est pas encore totalement ajusté. Eh bien, regardez ça, le cas Paul, là ça c'est cas Paul. On va reprendre celui de la canora, parce qu'on le voit mieux. Donc là, vous avez la poitrine qui est dessinée, ça c'est en noir, là c'est en rouge. Et en fait, après les séances de MDR, vous voyez, ben, la forme, la représentation du sein a changé, et à tel point que chez le cas Paul, ici, ben, en fait, les seins correspondent à la réalité du corps. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de transformer le schéma corporel, c'est-à-dire que le schéma qu'on a dans notre tête. Et donc, ce sont des résultats vraiment intéressants. Là, je ne vais pas commenter les résultats, mais on a encore des résultats sur un groupe plus important où on a montré que ça diminuait l'anxiété et la dépression. Et puis il y a des collègues italiens qui ont fait une étude qui était vraiment intéressante il y a quelques années, qui ont comparé un groupe EMDR, CBT, c'est thérapie comportementale, en thérapie EMDR, et ils montrent des résultats vraiment intéressants. D'abord, ils montrent que les deux thérapies marchent, et c'est bien. Les deux thérapies marchent, et ils montrent que le MDR a des scores effectivement qui sont un peu plus efficaces, c'est-à-dire qu'on arrive à une diminution un peu plus rapide des scores de dépression, d'anxiété et une amélioration de la qualité de vie. Il y a également l'hypnose et les TCC qui sont particulièrement intéressantes et qui peuvent être vraiment très utiles. Et là, on a des travaux vraiment assez intéressant. Là, c'est un travail où on mélange thérapie comportementale et hypnose. Et là, on mesure de mémoire. Ah oui, ça c'est le positive affect, c'est le sentiment de positivité. Et on voit que les scores de positivité, ils sont plus importants que le groupe de patients qui n'a pas été pris en charge. Et à l'inverse, le score de négativité, c'est-à-dire sentiment de ne pas être bien, de charge émotionnelle, on voit que normalement il y avait ça, voilà. On voit qu'effectivement, il est plus bas chez les patients qui ont été pris en charge par opposition au groupe qui n'a pas été pris en charge. En d'autres termes, et on pourrait présenter comme ça des dizaines de résultats, mais ça n'a aucun sens. En d'autres termes, on peut dire que globalement, toutes les psychothérapies marchent. Hein, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes efficaces au même moment. C'est ça surtout l'enjeu. Et c'est là où il y a effectivement à penser la psychothérapie de façon différente et à penser des stratégies thérapeutiques. Vous voyez, là j'ai fait la phase de cancer primitif, rémission, récidive, soins palliatifs. Et effectivement, on doit avoir des objectifs thérapeutiques qui sont différents en fonction des phases. On doit avoir un travail qui est, par exemple, de travailler surtout sur ce qui se passe au quotidien. Quand on a des gens qui viennent... oui, j'ai remis examen, chimio, radiothérapie, etc. Eh bien, souvent, on est dans des thérapies au jour le jour. On prépare ce qui va se passer la semaine qui suit. Donc, on n'a pas le temps d'aller fouiller dans le passé. Hein, et ce serait inopportun la plupart du temps. Et puis, il y a d'autres moments dans la thérapie où on va, par exemple, dans les phases de rémission, être amené à traiter le futur ou le passé. Donc, il n'y a pas une psychothérapie, mais il y a surtout plusieurs stratégies psychothérapeutiques qui s'imposent aux thérapeutes en fonction de la situation, du stade, du type de cancer, de l'âge, de l'état psychologique du patient. Ce qui fait que les psychothérapies des malades du cancer est au fond compliquée. Ça ne peut pas se réduire à une seule technique. Ce n'est pas possible. C'est bizarre quand même, toutes ces thérapies. C'est une drôle d'histoire, ces psychothérapies. Elles sont tellement différentes entre la psychanalyse et les thérapies comportementales, mais en même temps, elles sont tellement proches. Toutes sont simplement des interfaces plus ou moins directes qui agissent sur les mêmes mots, sur les mêmes structures cérébrales. En France, on a beaucoup souffert de la guéguerre entre les approches thérapeutiques. Mais aujourd'hui, on est dans des schémas beaucoup plus ouverts, beaucoup plus intégratifs. Aujourd'hui, la psychothérapie moderne, c'est une psychothérapie intégrative. Une psychothérapie qui, effectivement, combine des approches différentes. Et parfois, il ne faut pas hésiter à faire appel aux compétences d'autres collègues qui peuvent être efficaces à des moments particuliers d'évolution de la thérapie. Parce que le psychothérapeute ne peut pas tout connaître. Et c'est ça, la modernité de la psychothérapie. C'est justement de renoncer à ce qu'on appelait les psychothérapies tubulaires, c'est-à-dire une seule approche, un seul modèle, une seule manière de faire, quel que soit le moment de la thérapie. Ça,
c'est des thérapies désuètes et qui datent du siècle passé, et il est important de penser aujourd'hui les choses différemment. Aujourd'hui, la question d'ailleurs, c'est une question interdisciplinaire, c'est pas la question simplement des psychologues ou des psychothérapeutes, c'est d'être capable effectivement de travailler avec les médecins, bien sûr, mais avec d'autres approches. Il y a la question du sport, de la nutrition, de la phytothérapie, etc., de la méditation. Il faut être capable de combiner. Et d'ailleurs, si les psys ne le font pas, les patients le font naturellement. Les patients ne se posent pas la question de la rationalité ou de la scientificité des méthodes. Tous les patients font leur marché. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'aller voir l'oncologue, le médecin généraliste, le psy, le magnétiseur, l'imam ou le curé. Ça ne gêne pas. Ils développent des stratégies. Eh bien, il va falloir et il faut absolument que les psys modernes intègrent la possibilité d'articuler ces stratégies dès lors qu'elles sont éthiquement correctes effectivement, et défendables. En tout cas, ce qui caractérise sans doute la psychothérapie aujourd'hui, avec toute la complexité que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est l'idée d'un dispositif qui doit être souple, adapté, avec évidemment une qualité du lien thérapeutique qui reste au cœur de la problématique. Voilà, je vous remercie.